Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde, joyeux Halloween à tous. J'espère que vous avez beaucoup de plaisir, surtout que je dois vous dire qu'aujourd'hui c'est surprenant. La température est juste incroyable. On n'a jamais vu ça. Je pense, je sais plus depuis quand on s'est promené en jupe. Moi, je suis en jupette. J'ai l'impression que je me suis habillée en linge d'été aujourd'hui. C'est fascinant quand même. Ça nous amène à parler de changement d'heure tout à l'heure. On va en parler parce qu'il y a un grand sondage du Journal de Montréal qui témoigne de votre intérêt pour la chose. Et vous êtes près de 70% des Québécois à vouloir qu'on arrête de jouer au yo-yo comme ça avec nos horloges. On va en parler tout à l'heure, puis je vais vous demander votre opinion là-dessus. 1-877-827-2346. Comme tout de suite, j'ai besoin de votre participation parce que je sais que notre premier sujet vous touche vraiment beaucoup parce qu'on va parler d'accès à la propriété. Si c'est pas vous directement, ben c'est peut-être les jeunes autour de vous, c'est peut-être vos enfants, vos proches. Vous savez que je le dis souvent, les Québécois, on rêve d'avoir une propriété. Puis je pense que depuis la pandémie, ce désir-là est encore plus fort parce qu'on s'est rendu compte que notre maison, notre logement, c'était un peu comme un cocon. C'est le dernier endroit, finalement, où on peut se replier, où on est bien, on le crée à notre image, à notre façon. On s'invite, on invite nos amis. C'est là qu'on grandit, qu'on évolue, qu'on se réfugie aussi de cette espèce de folie ambiante, parfois. On est bien à la maison, hein? On le dit souvent, ça. Mais la maison, on n'est plus capable de s'en payer. C'est ça, le maudit problème. Alors, comment fait-on? Bien, il y a eu des différentes mesures récentes, puis je voulais qu'on en jase ensemble parce qu'il y en a qui sont intéressantes. Il y en a qu'on se dit, est-ce que c'est effectivement quelque chose qui va m'aider à devenir propriétaire un jour? On va en parler avec des spécialistes. Je vous les présente tout de suite. Yannick Parent est courtier immobilier. Bonjour, Yannick. Allô, Isabelle. On a Cathy Provost également avec nous, qui est courtière hypothécaire chez Multiprêt. Bonjour, Cathy. Bonjour, Isabelle. Il se passe effectivement beaucoup de choses. Le marché immobilier est comme très... Il est reparti, on dirait, en fait, même, à moins que vous me disiez, Yannick, s'est-il déjà calmé? Disons qu'il s'était un peu calmé, surtout parce que les gens se disaient, je suis plus capable de rentrer dans le marché. Quand je vais, par exemple, faire une visite, il y a des files d'attente incroyables, il y a de la surenchère. Ça ressemble à quoi aujourd'hui, Yannick? Mais tu as 100% raison, Isabelle. Il y a eu beaucoup de découragement. Tu sais, suite à la hausse des taux d'intérêt, ça a été plusieurs hausses de taux successives. C'était difficile. 10? Oui, 10 au total. Et là, les taux diminuent. Et là, on se rend compte que l'engouement est vraiment là. Il y a un retour sur le marché des acheteurs. Les gens veulent avoir leur propre propriété, veulent avoir leur toit. C'est difficile parce que on a, oui, une diminution des taux qui est marquée, mais en parallèle à ça, on a toujours une rareté. Hein? Tu sais, si on fait le tour des quartiers résidentiels, il n'y en a pas tant que ça des maisons à vendre. Fait que quand quelque chose d'intéressant qui sort sur le marché, bien entretenu, assez clé en main, ça trouve preneur très rapidement. Et là, sans dire qu'on se retrouve dans un contexte de surchauffe comme on a connu en 2020-2021, dans certaines circonstances, on se retrouve encore effectivement avec beaucoup de visites, 5, 6, 7 promesses d'achat pour la même propriété. Oui, absolument. Et particulièrement celle de premier acheteur. Là, c'est vraiment très intense. Alors, à quoi ça peut correspondre dans un avenir rapproché? Si on diminue les taux d'intérêt, on n'a plus d'acheteurs qualifiés pour venir acheter ces propriétés-là. Donc, c'est pas de nature à faire diminuer les prix des propriétés. On a plus d'acheteurs. Exactement, on a plus d'acheteurs. Pas tant de maisons, donc le prix des propriétés va continuer à augmenter. D'ailleurs, on le voit. Oui, absolument. Tu sais, puis ça ne sera pas nécessairement drastique, Isabelle, comme on a vu il y a 2 ans. Là, on n'aura pas 50% d'augmentation en 3 ans, mais c'est pas de nature à calmer le marché. Et il y a cette portion-là. Moi, je suis père de famille, j'ai des enfants aussi, et ça m'inquiète pour la suite, pour eux autres, parce que c'est vraiment pas facile d'accéder au marché, il faut le dire. Oui, non, c'est sûr. Donc, ça veut dire que si 7 promesses d'achat pour la même propriété, ça veut dire donc là, les gens payent plus cher que ce que leur budget leur aurait dicté là, de payer. Absolument. Puis tu sais, ça m'amène à dire aussi, si on ne change pas pour les... Puis c'est pas un blâme que je fais ici ce matin, mais si la priorité, c'est les voyages, si la priorité, c'est les restaurants, si c'est d'avoir le nouveau véhicule à chaque année, puis en parallèle à ça, on a des mesures comme l'amortissement sur 30 ans qui vient d'arriver, mais on ne change pas les habitudes de vie. Ouais. On va juste endetter de façon supplémentaire la prochaine génération. Et ça me dérange aussi. Ouais. Donc là, c'est un petit peu quand même... on va revenir, c'est intéressant. Ça veut dire, faites attention à vos dépenses, puis vaut mieux piler pour
pour pouvoir s'acheter une propriété, évidemment. Bon, t'es courtier immobilier, on comprend que tu prêches pour ta paroisse, mais, mais ça en me dérange même temps, quand même. c'est une économie. Absolument. Écoute, moi, là, souvent, ce débat entre la bourse et le marché immobilier et l'immobilier, on peut avoir des débats là-dessus jusqu'à vitam aeternam. Moi, je suis plutôt team immobilier parce que la bourse, c'est comme j'y fais moyennement confiance parce que l'histoire nous prouve que c'est tellement volatile. Et on a moins le contrôle. Le contrôle du marché, on ne l'a pas forcément non plus. Je me tourne vers Cathy. Cathy Provost, vous êtes courtière hypothécaire chez Multiprêt. Multiprêt qui est un courtier d'ailleurs. Hein, vous magasinez, vous allez chercher les meilleurs taux. Yannick vient de parler du 30 ans. Là. Ça a été une des mesures qu'on a vues dernièrement. C'est-à-dire qu'on peut mettre son prêt sur une plus longue période. Quand on est jeune ou même moins jeune, est-ce que effectivement, ça nous permet d'avoir un plus grand accès à la propriété? La réponse est un peu oui, mais il y en a qui ont dit, en même temps, ça va coûter tellement plus cher aux gens en intérêt. Ce sont les banques qui applaudissent à ce genre de mesures, peut-être moins les gens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le 30 ans était déjà disponible pour les gens qui achetaient avec 20 % de mise de fonds. Donc, le 30 ans, en ce moment, si on reflète sur une propriété à 500 000, va permettre à des acheteurs de qualifier maintenant pour environ 550 000. Donc, ça nous permet d'agrandir un peu le budget. Ça va nous donner une pause sur les mensualités parce qu'en étant sur le 30 ans, notre versement mensuel va être plus bas. Puis ce qu'il faut se dire, c'est que le 30 ans... Mais on paye plus d'intérêt quand même. On paye plus d'intérêt, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que au niveau de l'amortissement, lorsque le terme va être à renouvellement, on peut toujours retoucher à cet amortissement-là et le mettre plus rapide. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va payer nécessairement sur le 30 ans, mais ça va assurément donner une flexibilité sur le budget des Québécois. Ce que vous dites, en fait, Cathy, c'est que pour rentrer sur le marché, on se dit, on y va pour un 30 ans, ça va me permettre de me donner un peu d'air jusqu'à temps que, peut-être d'ici 5 ans, je sois capable de réduire mon terme et de payer un peu moins d'intérêt. Exactement. Lorsque les taux d'intérêt vont être plus bas, ça va être plus facile de venir réduire cet amortissement-là. À moins que ce soit quelqu'un... Ça, c'est pour les premiers acheteurs, cette règle-là? Exactement. Bon, il y a évidemment des gens qui regardent le marché puis qui se disent, bon, ben c'est sûr que quand les taux d'intérêt sont hauts, je peux peut-être regarder même pour une deuxième propriété. Celle-là devient... propriété à revenu et je peux déduire une partie des intérêts. Est-ce que vous voyez ce genre de clientèle aussi, Yannick et Cathy? Assurément. Oui. Assurément. Assurément. Puis, tu sais, là, on rentre dans tout le mode d'investisseur immobilier. Ouais. Donc, tu sais, moi, je dis souvent à mes clients, tu sais, c'est pas toujours la revente, la solution. Je donne un exemple, quelqu'un qui réussit. Moi, je pense que l'important, c'est de réussir à entrer sur le marché, Isabelle. Alors, je dis souvent à mes clients que ce soit une maison modulaire, maison mobile, un condo, un chalet, qu'on soit propriétaire. Puis, à partir du moment où on est propriétaire, on commence à quelque part. On n'aura peut-être pas le comptoir de quartz en partant, puis les petites armoires jusqu'au plafond, lustrées, tout ça, mais on va devenir propriétaire. À partir du moment où on devient propriétaire, après ça, quelques années après, on peut se servir de cette première propriété-là pour acheter autre chose aussi, puis on peut louer cette propriété-là. Ce qu'on appelle l'effet de levier. Exactement, là. l'effet levier. Et ça, Cathy, c'est la spécialiste aussi dans ce domaine-là. Et ça devient une façon, justement, de développer aussi de la richesse pour les acheteurs. Et comme propriétaire, à un moment donné, bien, on peut développer des choses en partant, justement, d'un premier immeuble. C'est le premier qui est difficile à acheter. Voilà. Et comment on s'y prend, Cathy? Là? Parce que l'effet de levier, c'est vrai que c'est intéressant. Oui. Bien, en fait, en tant que courtier hypothécaire, on a plusieurs stratégies. On a accès presque à tous les prêteurs. Donc, on est capable de venir maximiser la stratégie du client. Puis, il faut savoir que l'immobilier, maintenant, est un véhicule de placement, tout comme le CELI, le REER va l'être. Donc, c'est super intéressant sur le long terme. C'est des gens qui vont se bâtir un petit parc immobilier pour un fonds de pension éventuel. Donc, avec les stratégies de plusieurs banques, on est capable de venir maximiser et l'amortissement à 30 ans est clairement privilégié lorsque les gens achètent des immeubles locatifs parce qu'on réduit la dette mensuelle. On augmente la rentabilité de l'immeuble et en même temps, l'intérêt est déductible. Donc, c'est un gagnant. L'enjeu, c'est qu'on voit qu'il faut quand même avoir un méga de bon salaire aujourd'hui là, pour arriver sur le marché. Je comprends quand vous dites qu'il faut rentrer sur le marché, puis quasiment, bon, en même temps, j'allais dire à tout prix, mais il y a un prix de rentrer sur le marché. Vous l'évaluez à combien, Yannick, ce prix-là aujourd'hui? Selon la région, là, bien sûr. On sait, à Montréal, je regardais, là, je pense qu'une personne doit avoir, j'ai le chiffre ici, 100 000, doit faire 100 000 $ de salaire au moins. Là. C'est énorme. Là. Oui, puis c'est exactement ça. Faut avoir, c'est 110 000. C'est 110 000. Donc, tu sais, on va se le dire aussi, la vie, des fois, est plus facile à deux. Donc, si on est deux à contribuer pour acheter une maison, 2, 3, même, on le voit de plus en plus, Cathy le voit aussi, c'est plus facile. Puis en même temps,
il y a quelques années de ça, le prix moyen d'une propriété au Québec, ça se situe aux alentours de 250 000 À Montréal, en ce moment, là, en février 24, le prix moyen d'un logement dans la région de Montréal, c'était 519 000. Et voilà, 519 000. Alors, Ça, c'est comme un coqueron à 600 pieds carrés, puis c'est comme, t'as pas de bain, t'as une petite douche qui est collée après ta toilette. Exactement. Puis souvent, c'est des propriétés qui vont nécessiter des améliorations, des rénovations et tout ça. Donc, c'est difficile. Puis moi, le message que je veux lancer aujourd'hui aussi, c'est de dire aux gens de ne pas se décourager. Il y a des façons aussi d'arriver sur le marché, même si on est dans un contexte de rareté. J'entends beaucoup de jeunes baisser les bras actuellement, dire « je serai jamais propriétaire, ça m'arrivera jamais, je vais devoir louer toute ma vie ». Non, il y a des façons de faire. On va y arriver, mais effectivement, il y a des concessions importantes à faire pour y arriver. On va parler à une auditrice. Isabelle, avant, je vous rappelle notre numéro de téléphone pour participer. Dites-moi si, avec les dernières mesures annoncées, on va parler aussi du fameux million là, qui, en bas des propriétés à 1 million, il va y avoir un retrait de taxes. En fait, les promoteurs n'auront pas à payer la taxe. Je pense que les promoteurs, c'est ça qui ne... En fait, on parle d'abolir la TPS, c'est la TPS. Le 5 pour les acheteurs d'une propriété neuve. Moi, ça m'a fait sourire, Isabelle, cette mesure-là, cette semaine. Je trouve que c'est un cadeau au promoteur. Oui, c'est un cadeau au promoteur. Puis une fausse bonne nouvelle. Pourquoi? Est-ce qu'on en connaît beaucoup de gens actuellement qui se font bâtir? Se faire bâtir présentement, c'est un privilège qui est réservé à une certaine clientèle qui est une rareté sur le marché. Voilà. Premier point. Est-ce que les prix de construction vont augmenter en fonction de cette baisse-là? Et l'autre chose aussi, moi, ce qui me fait sourciller, c'est quand j'entends on va régler la crise du logement avec des mesures comme ça. Je pense que ça va prendre beaucoup plus que ça pour régler le problème. Ce qui est fascinant, Yannick et Cathy, c'est qu'on dirait qu'à chaque fois, on se trompe de personne. T'sais, on veut aider un groupe. En tout cas, on prétend aider idéalement la classe moyenne, hein, à qui on se réfère toujours en période préélectorale. Et finalement, quand tu regardes les mesures, tu te dis, ben voyons donc, c'est pas ceux-là que t'aides avec ta mesure. Là, vous venez de nous dire, puis je pense que tout le monde est d'accord pour dire, c'est pas forcément les gens qui veulent rentrer sur le marché pour acquérir une propriété qu'on aide. Ça risque ce 5 %-là d'économie sur la TPS de se retrouver dans les poches des promoteurs. Exactement. Qui aujourd'hui disent quand même que les coûts ont augmenté puis qu'ils peuvent pas construire. Mais on aura l'occasion de s'en parler. 1-877-827-2346 par texto. Vous faites le 187 Cube Radio. On a Isabelle qui est avec nous au téléphone. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je suis très heureuse de vous revoir à la radio. Merci. Merci beaucoup. Ensuite, peu importe, là, même s'ils mettent les taux d'intérêt à zéro, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque personne va avoir une éducation économique à la base. Très, très simple. Rapido. Quand j'étais petite, on recevait des cadeaux. Mon père disait, je te prends 10 que je mets dans ton compte de banque. On recevait des bonbons. Je te prends 10 on les met de côté. Donc, ce qui fait que quand j'ai fini l'école, je suis devenue infirmière. J'ai été capable de mettre une mise de fonds de 10 000 cash. Wow! Parce que j'avais eu une éducation. Ouais, c'est ça. Et là, ensuite, je me suis dit, j'ai pas pris le gros total. Là, je l'ai pris sur 35 ans, en sachant que mon salaire était pour augmenter avec les années. Sauf sur 35 ans, j'ai pas fait la folle. J'ai continué à mettre mon 10 oui, de fonds de pension, mais plus un autre 10 sur ma maison, en plus de ce que je mettais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait 15 ans et je suis propriétaire. Bravo. À 100% plus d'hypothèque. Et vous avez une maison, Isabelle, ou vous avez un condo? C'est une maison que j'avais payée il y a 15 ans à 195 000 $. Ah, c'est magnifique. Ah ben oui. Ben là, aujourd'hui, c'est ça. la cuisine originale. Ouais. Mais tout est pareil. J'ai du stock à faire dedans. Ouais. Mais c'est à moi. Voilà. Ma capacité d'emprunt aujourd'hui n'était pas sur 200 000 parce que ma maison maintenant vaut 400 000. Tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est à la base, tout petit. Il faut apprendre l'économie. Puis, bref. Vous avez tellement raison. Les Je sens que vous êtes... on annule. L'économie, une éducation économique. C'est ça. Vous avez tellement raison, Isabelle. C'est la littératie financière. Puis c'est apprendre les finances personnelles. Parce que l'économie, oui, mais les finances personnelles, c'est-à-dire avoir exactement ce que vous venez de décrire, Isabelle. Merci beaucoup de votre appel. Mais c'est tellement juste, Cathy puis Yannick, vous voulez réagir. Mais d'abord, Isabelle, elle est comme dans Team Yannick aussi. parce que Team Yannick. Elle vient de dire ce que tu disais un peu tout à l'heure, Yannick, c'est-à-dire, tu sais, regardez vos dépenses. Puis des fois, les gens se disent, je peux pas m'acheter une propriété. Et puis c'est vrai que, nonobstant le fait que c'est clair qu'il y a eu une inflation qui est terrible. Je veux dire, l'accès à la propriété aujourd'hui, il faut vraiment que tu fasses beaucoup d'argent. C'est difficile pour les jeunes. On va y revenir. Mais c'est vrai que des fois, on fait des mauvais choix pour nous-mêmes. On investit dans quelque chose qui est pas payant. On dépense trop dans des bébelles. Puis en plus,
faites en Chine, mais là, si on ouvre ce sujet-là. Mais tu sais, des bébelles en plastique qui finissent dans le garage quand on a un, ou donnés, ou bon, qu'on utilise à peu près pas, ou des voyages. Tu sais, les voyages, c'est toujours bien, mais en même temps, des fois, tu te dis, est-ce que je pars dans un tout inclus ou je prends cet argent-là, puis je le mets dans mon CELI, puis avec mon CELI, hein, Cathy, je peux éventuellement dire, je vais mettre... je vais pouvoir, ou dans ton REER, puis tu rappes. Il y a plein de moyens. Exact. Puis Isabelle a amené vraiment un bon point. L'éducation financière chez nos enfants, ça part de nous-mêmes. Donc, c'est important. Moi, mon fils de 12 ans, je l'éduque depuis un moment où est-ce qu'on parle d'économie. Donc, tu reçois de l'argent, tu en mets dans ton compte épargne. Et cette éducation-là va les suivre toute leur vie. Et dans 20 ans, ils vont nous remercier. Oui. On a... Stéphane qui nous a écrit, il dit, bon, quand votre intervenant a mentionné les maisons mobiles, le problème, c'est que les cessions sont sur des terrains loués et peuvent être à grand risque. Ça, c'est... Merci pour ce commentaire-là. Je veux le dire à tout le monde. D'ailleurs, ça, c'est majeur. Quand vous magasinez une maison modulaire, au grand jamais, n'achetez pas sur un terrain qui est loué. On a eu un cas terrible, entre autres, à Saint-Paul, à Botsford, où il y a 25 résidents qui se sont fait expulser d'un terrain avec leur maison sur le dos. Pas d'endroit où aller, des gens qui ont perdu des revenus. Il y a eu des cas terribles de ce côté-là. Donc, toujours y aller. Si on va vers ce produit-là, ce type de produit-là, qui est quand même difficile à financer, Cathy pourra nous en parler, il y a à peu près une banque ou deux, mais qui finance toujours les maisons modulaires, particulièrement Desjardins, si je ne me trompe pas, mais c'est difficile. Mais ce qu'il faut se dire, il faut que ce soit un terrain qui est acheté. Donc, il faut être propriétaire du lopin de terre et là, on peut installer notre maison. Comme ça, on n'aura pas de mauvaise surprise. Mais les terrains loués, Isabelle, il faut oublier ça. Ouais. On a Louis de Lévis. On salue tous les gens qui nous écoutent dans la région de Québec. C'est super que vous nous écoutiez. Louis nous dit, on est un couple de 40 ans qui fait même pas 100 000 ensemble. Vous en faites pas, Louis. Il y a bien des gens, là, ça, c'est classe moyenne. C'est les deux travaillent. Ils font un salaire environ 40, 42, 45 000. C'est la classe moyenne qu'on peut dire normale, standard, en plein milieu des classes moyennes. Il dit, on va peut-être être capable de mettre 20 % de mise de fonds, mais en ce moment, on arrive tout juste en appart, sans voyage, sans luxe. Je vois même pas comment on pourrait arriver avec une hypothèque et tous les autres frais associés. Louis, merci de votre commentaire parce que je pense que ce que vient d'écrire Louis, c'est beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là au Québec, c'est-à-dire des gens de la classe moyenne qui regardent ça, puis le monde travaille, là. Ouais. Puis ils sont deux. Tu disais, Yannick, on se met ensemble. Ouais. Mais même à deux, en famille, avec 100 000, là, tu devrais être capable. Là. Probablement qu'il veut acheter dans le coin de Lévis. Puis il y a de la misère. Là. Ouais. Qu'est-ce que vous suggérez aux gens? Comment, mettons, là, pour Louis, là, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Cathy? Bien, en fait, pour Louis, ce qu'on pourrait faire, c'est vraiment faire un plan d'épargne pour le long terme, peut-être viser un duplex ou un triplex occupant, où est-ce qu'il y a des revenus qui vont venir l'aider justement à pouvoir acheter la maison. Mais il y a maintenant un super bon point où est-ce que le gouvernement va aussi se pencher là-dessus, de dire là, maintenant, on a augmenté l'amortissement à 30 ans, donc ça permet aux clients de qualifier pour un peu plus haut, mais probablement qu'il va y avoir d'autres choses qui vont être mises en place, tu sais. Le plafond des REER a augmenté aussi cette année. Il a passé de 25 à 60 000. Donc, assurément, de faire un bon plan avec lui, puis peut-être viser d'autres immeubles pourrait l'aider aussi. Là, Le plafond REER, c'est-à-dire le montant que les gens peuvent mettre par année, c'est ça? Pour retirer au niveau du RAP. Au niveau du RAP? Exactement. Okay. Donc là, c'est combien pour... 60 000. 60 000. Oui. Bon, 60 000 à 20 % ça fait une maison d'à peu près... Pardon? Bien, mettons les gens qui ont 60 000 là, dans un REER, ça veut dire qu'ils mettent ça comme mise de fonds. Exactement. Donc, on achète à 300 000 environ. Voilà, je voulais que vous le disiez parce qu'à 300 000, si quelqu'un me trouve une maison à 300 000, bien, je sais qu'il y en a là, à 150 000 piastres. Il y a tout le temps des reportages où voici les 10 maisons les moins chères au Québec. Bon, on veut pas tout aller dans ces coins-là, reculer, où il n'y a pas de transport en commun, il y a tout juste Internet. Alors, c'est pas... Et tout est à stripper, en plus, souvent. Fait que, mais tu sais, à 300 000... Mais tu amènes un bon point. C'est pas évident. C'est pas évident, mais ça se fait, puis tu l'as bien mentionné. Ce que je veux dire aussi, des fois, ça peut se faire, mais ça nécessite une autre concession qui va peut-être être de se déplacer des grands centres. Donc, c'est sûr que si on veut payer 300 000, on ne pourra pas rester proche nécessairement de Montréal, proche de Québec. On va se déplacer un peu plus. Là, t'es rendu Gaspésie, là, Yannick. Oui, mais j'ai le goût de dire... Moi, j'adorerais habiter en Gaspésie. Ouais. Je suis un gars de Rimouski, moi, en passant. Moi, j'adorerais pouvoir... Sincèrement, c'est vrai. Oui, mais c'était des beaux coins. Mais tout ça... Mais
on peut encore trouver dans ces secteurs-là, certains secteurs un peu plus, même en périphérie de Montréal, pas si loin, à 45 minutes, 50 minutes de route, on peut trouver des maisons qui vont être plus abordables. On va être plus loin, ça va nécessiter du transport, mais encore là, on va développer un actif immobilier. On commence à quelque part, puis peut-être dans 2-3 ans, on se rapproche, mais au moins on a une valeur, tu sais. Fait qu'il faut comme ouvrir un mais peu. après, tu as la vie, là, tu sais. Ouais, je Est-ce comprends. que tu tapes 2 heures de trafic par jour? Ouais. Tu te lèves, tu es stressé à l'idée de taper ça. Tu reviens, tu es stressé parce que tu te l'es tapé, le maudit trafic. Puis c'est la perte économique, je trouve. Tu sais, on l'a mesuré, là, le coût de la circulation, le coût de la congestion. C'est un coût aussi personnel. Tu sais, il faut l'évaluer, ce coût-là. Moi, je sais que pour moi, c'est un coût trop élevé. Moi, c'est trop élevé. Moi, ça atteint ma santé mentale. Tu comprends? Alors là, Moi, être pogné dans mon char avec du monde qui me coupe puis qui comprennent pas comment conduire, ça atteint ma santé mentale. Mais c'est un autre enjeu, puis Mais tout est dans tout. Mais tout est dans tout, puis c'est dit. tellement vrai. Puis des fois, c'est de dire, comment je peux y arriver? Ben, c'est ça. Peut-être que ça sera pas le château en partant, peut-être que ça sera pas en périphérie de Montréal, peut-être qu'il va y avoir des travaux à faire, mais vous allez devenir éventuellement propriétaire et il y aura une suite à votre vie de propriétaire. Vous pourrez avoir autre chose. Il faut se trouver une façon d'entrer dans le marché, mais oui, des concessions de distance, des concessions de temps, j'en vois énormément. Des parents qui s'impliquent dans des transactions immobilières actuellement, il y en a plein parce que les enfants n'y arrivent pas seuls. Ouais. Il y a David qui dit, mon fils a 20 ans, il gagne 45 000 à Montréal. Il a un bac, il réussit à mettre de l'argent de côté, mais il m'a dit l'autre jour, pour acheter pas, je suis dead. Ça, les amis, ça dit tout. Et le papa David dit, ça m'a brisé le cœur. Alors, papa David, je sais pas si vous avez un petit peu d'argent, mais, tu sais, non, mais ça, on voit ça, là, de plus en plus. Je pense que, Cathy, les parents sont très conscients de ça. Et ceux qui ont un peu les moyens, sont-ils prêts à mettre? Vous voyez ça, vous, dans votre pratique? Est-ce que vous voyez des parents arriver signer pour leur enfant? On le voit beaucoup, mais en leur fait. enfant, là, il y a 20 ans, mais des fois, il y a des grands-enfants de 35-40 ans aussi, là. Mais on le voit beaucoup. Où est-ce que les parents vont s'impliquer? Pas nécessairement monétairement, mais vont s'impliquer ou est-ce qu'ils vont devenir propriétaires avec l'enfant. Fait que ça, c'est des façons ils deviennent aussi. copropriétaires. Exactement. Ouais. Ben, tout aussi bien. Tant qu'à signer pour la dette. Mais, non, mais c'est parce qu'on rit, mais quand le parent signe, mettons que tu signes pour 300 000, le fameux 300 000 qu'on ne sait pas où on l'achèterait, là, mais mettons, là, pour 300 000 le parent se trouve à avoir lui-même sur son dos une dette d'autant, une dette de 300 000. Oui. Fait que ce que vous dites, c'est autant bien être copropriétaire. Exactement. Oui. Après, il y a des questions fiscales. Fiscales, exactement, qu'il faut bien C'est-à-dire, regarder. est-ce que ça, éventuellement, on va le vendre? À ce moment-là, il vaut peut-être mieux tout le mettre au nom de l'enfant, du jeune, et accepter le fait qu'on doit supporter une dette, là, qu'on est co-signataire d'une dette. Qu'est-ce que vous suggérez, vous? Bien, en fait, c'est que souvent, l'assureur va nous demander est-ce que le parent soit propriétaire. Donc, c'est même pas un carrément. choix. Là, les assurances s'en mêlent en plus. Exactement. Ils nous Donc, disent comment gérer nos affaires. On aime ça. Not. Oui, puis on le J'aime voit. pas Mais- ça. Non, voyons. c'est... On peut-tu s'arranger comme on veut, s'il vous plaît? Exactement, mais c'est rendu ça, tu sais, parce que des dons comme tels, ou juste de dire, je vais m'impliquer, je vais me donner... Non, il faut que ça demande un Ben, c'est une pression pour tout le monde. C'est une pression supplémentaire. Puis là, Ouais. tu te retrouves avec des parents qui, eux autres aussi, ont des projets immobiliers. Oui. Puis là, j'ai vu un cas où les parents avaient investi avec les enfants, puis là, finalement, les parents ont pris leur retraite, veulent acheter autre chose, sont plus capables. Ouais. Tu sais, il faut vraiment regarder cette dimension-là comme il faut on aussi. voit beaucoup de bigénération. Donc, Ouais. en ce moment, les projets où est-ce que le parent veut aménager avec l'enfant ou des duplex où est-ce que chacun va habiter le logement, ça, on en voit de plus en plus. Ah oui. Ouais. Donc, ça, c'est pas à Montréal, là. Ça doit être à l'extérieur, plus en région, vous diriez, ou dans les banlieues? Dans les banlieues, beaucoup, Ouais. les bigénérations redeviennent un peu plus populaires qu'ils étaient auparavant. Donc, Ou des duplex qu'on transforme peut-être aussi. Exactement. Où est-ce que chacun peut avoir son espace de vie commune séparément. Mais qu'est-ce que vous conseillez, il nous reste quelques minutes, qu'est-ce que vous conseillez à un jeune, là? On va dire, on est jeune jusqu'à 35, on va dire. Bon. Qu'est-ce que vous conseillez à un jeune? Moi, on va se donner une chance, parce qu'à 20 ans, là, c'est rare, là. Moi, je me souviens, j'ai acheté mon premier, c'était un triplex à l'époque, je l'avais acheté avec mon chum de l'époque, j'avais 20 ans, et puis... mais j'avais 3 jobs. C'est sûr que tu es étudiante, 3 jobs, tu n'as pas de vie, mais tu es content de te payer ton logement. Mais aujourd'hui, un jeune qui voudrait faire la même chose, c'est sûr qu'il y a eu une enflure dans le montant, là, dans la valeur de la propriété. Même ça, même à 3 jobs, là, ça devient difficile. Alors, que conseillez-vous aux jeunes qui nous écoutent?
pour accéder à cette première propriété? Yannick, puis Cathy ensuite. Oui, absolument. Moi, je leur dis à ces jeunes-là, 1, découragez-vous pas. 2, vous avez des choix importants à faire. Je sais, mais c'est parce que... C'est un très bon début de pas se décourager, mais... Oui, parce que j'entends beaucoup, on le fera pas, ça arrivera pas, mais des fois, on pose plus de questions, puis là, justement, on arrive à des réponses comme, est-ce que tu es prêt au jour le jour à couper un café latte à 10 $ peut-être, à couper une sortie au restaurant par semaine, à couper telle chose, puis à le voir sur un plan plus long terme. Si on planifie jeune, dire je vais être propriétaire dans 5 à 10 ans, moi j'ai un garçon de 18 ans actuellement, il travaille, il va à l'école en même temps et il place déjà son argent dans des fonds qui peuvent lui rapporter. Il y a des choses à faire où on peut se préparer. Donc, se préparer à l'avance. Deuxième chose, contacter absolument un courtier, une courtière hypothécaire. Tout est dans la préparation. Donc, il faut se faire aider. Il y a des façons de faire. Il y a des outils qui sont sur place présentement, qui existent pour aider ces jeunes-là à accéder. Comme quoi, Cathy? Bien, premièrement, le CELIAP, super beau programme que le gouvernement a mis en place. Au niveau des engagements... Mais le CELI, tu fais de l'argent si la bourse va bien. Exactement, mais le CELIAP peut venir aider justement à ce que l'année prochaine, lorsqu'on va faire nos déclarations d'impôts, on va avoir un retour. Donc, ce retour-là peut nous aider à payer les dépenses de la propriété. Avant d'aller s'acheter une voiture avec un gros paiement, pensez à notre bureau de crédit, ça c'est important. Le nombre de jeunes qui viennent nous voir, on a un paiement de 700 $, automatiquement ça vient réduire notre capacité. Et de bien payer ses comptes, super important parce que ça reste quand même 7 ans dans le bureau de crédit. Et l'étape de faire la préapprobation, c'est important de la faire. Puis même si c'est sur le long terme, nous on prépare les gens. On les éduque sur le crédit, quoi faire, quel véhicule de placement. Est-ce que je devrais mettre de l'argent dans mes REER, se faire un budget? Fait que ça fait partie intégrante de notre travail au quotidien. Quand les gens vous arrivent, Cathy, est-ce que vous êtes parfois étonnée de leur manque de connaissances ou en fait du peu d'outils qu'ils possèdent? Assurément, et c'est les discussions que j'ai constamment. Les jeunes ne sont pas éduqués financièrement, pas parce qu'ils ne veulent pas, parce que c'est pas disponible. On a amené un super bon point au téléphone, ça devrait faire partie intégrante du milieu scolaire. C'est quoi une carte de crédit? Comment utiliser notre carte de crédit? Est-ce que je mets de l'argent si je ne l'ai pas? Fait que ça fait vraiment partie intégrante là, de ce qu'on devrait enseigner à nos jeunes. En fait, oui, vas-y, Yannick. Ben, il y a ce que les jeunes peuvent faire aussi, mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça, dans le sens où les paliers gouvernementaux, présentement, il y a quelqu'un dans le domaine immobilier cette semaine qui a soulevé un point. Est-ce qu'on ne devrait pas développer un genre de fonds où les jeunes pourraient venir... La gestionnaire de Prével, exactement, oui, qui disait, ben oui, complètement. Créer un fonds remboursable avec un 20 % à la revente de la propriété. Il faut aller plus loin, puis il faut arrêter de se dire que les mesures en place vont régler les choses. Puis aussi, il faut construire davantage. On le sait, là, il faudrait construire 150 000 nouveaux logements par année. Ça n'arrive pas actuellement. Écoute, ça tombe tellement bien parce qu'on va conclure avec Martin qui est au téléphone, qui est un entrepreneur général. Bonjour, Martin. Oui, bonjour. Ben, je suis contente de vous parler parce que vous dites la solution, c'est que les villes ont leur responsabilité. On a justement entendu la présidente directrice générale de Prével cette semaine, Laurence Vincent, qui disait que l'accès à la propriété, c'était devenu, ou ça allait devenir vraiment bientôt le privilège des bien nantis. Moi, j'ai l'impression qu'on est déjà là. C'est déjà le privilège des gens qui ont plus de moyens. Puis on sait que les jeunes, les mieux outillés, c'est ceux qui ont des parents qui ont un peu d'argent. Mais les autres, si tu viens d'une classe moyenne, inférieure, si t'es un peu démuni, si t'es obligé d'aller dans les banques alimentaires, puis on a vu qu'il y a des centaines de milliers de Québécois qui n'arrivent pas à manger, de là à dire ils vont s'acheter un petit condo que vous allez construire, on est loin de ça, là. Oui. Un des gros problèmes, je vous donne ça rapidement. Moi, ça fait depuis 93 que je suis entrepreneur général. Fait que en 93, on pouvait construire dans certains projets sur la Rive-Sud ou même sur la Rive-Nord, partout, des petites maisons, OK, avec des exigences de la ville qui étaient quand même assez raisonnables. On pouvait rapetisser des terrains, OK, pour faire c'est des petites maisons pareilles. On pouvait faire des projets budget là, moins élevé, OK? Les villes maintenant, là, depuis une vingtaine d'années, là, ont des exigences à n'en plus finir. Puis ça contribue à augmenter les coûts de construction, c'est incroyable. Rapide, j'ai un terrain à Saint-Philippe pour développer, ça fait 12 ans que j'ai le terrain, que je suis pour parler avec la ville. Ils nous exigent des garages intérieurs, des garages souterrains, tout ça, quand on a pourtant la place pour faire les stationnements extérieurs. Mais c'est toutes des choses qui contribuent à faire augmenter le coût. Ils veulent pas mettons là, je serais prêt à faire des blocs appartements, des choses comme ça. Ils en veulent pas. Eux, ils veulent avoir,
la belle ville, les beaux bâtiments, tout ça, mais ça ne suit pas. Ça fait juste contribuer à augmenter le coût de construction. Mais vous avez tellement raison. D'abord, vous parlez des délais administratifs qui sont sans bon sens, là. Vraiment, ça n'a juste pas d'allure. C'est des bâtons dans vos roues à vous, mais dans les roues de tout le monde. Puis 2, les villes. Elles font de l'argent avec quoi? On le sait, les taxes foncières. Voilà. Fait que plus la maison va être chère, plus le condo va avoir des allures de penthouse, puis plus ça va rapporter aux villes. Fait que les villes sont dans une position de conflit d'intérêts, finalement. Êtes-vous d'accord, Yannick? Tellement, tu sais, puis ça, c'est tellement un bon commentaire. Martin, il a raison. Il a raison, Martin, puis merci de le dire. Il y a beaucoup de contraintes présentement, à mon humble avis, qui pourraient être évitées, qui faciliteraient la construction, justement, pour les développeurs. Et malheureusement, c'est vrai, ils ont toujours des bâtons dans les roues. J'ai vu des gens se présenter au conseil de ville, moi, pour modifier des choses aussi banales que des revêtements extérieurs sur des propriétés, se présenter 7 fois qu'un avocat, puis ça fonctionne pas, tu sais. Je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait de règles, mais présentement, on est dans un contexte où des règles qui sont injustifiées au niveau des municipalités, ça empêche les développeurs de développer et ça contribue, je m'excuse, à la crise du logement actuelle. Et puis, s'ils s'ostinent des années pour des revêtements, on s'attend à la fin que ça soit beau. Quand on voit ce qui se construit des fois à Montréal ou à l'extérieur de Montréal, je peux vous dire, on se demande, écoute, y a-tu quelqu'un qui a vu la brique? Il y a comme, je sais pas si vous avez vu, en ce moment, il y a comme des briques brunes, comme un brun. Prune. Ben, c'est que... Ça va tellement mal vieillir, cette affaire-là. Ça va être laide dans 5 ans. C'est déjà laide. Mais c'est vrai, il y a 8 mesures, 10 mesures différentes. C'est pas uniforme à nulle part. Puis il y a même des fois des mots qui se passent entre entrepreneurs. Va-t'en pas dans telle ville développée, tu n'y arriveras pas. Ça va te prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est pas normal. Martin, vous êtes toujours là? Oui. Fait que là, vous faites quoi, vous, avec votre terrain que vous voulez développer? Là, en fait, je fais d'autres choses. Je fais un peu de spéculation immobilière. J'achète des propriétés que je revends, puis tout ça. Puis bon, mais des petits projets là abordables pour des familles qui commencent, oubliez ça. Et les responsables là, numéro 1 de ça, c'est définitivement les villes. On est tous d'accord qu'on voudrait avoir du tout brique, les beaux garages intérieurs. On veut tout ça. Mais ça, c'est pour un certain budget. Mais des nouvelles propriétés pour des budgets là limités, là, tu sais, pour des premiers acheteurs, si on veut, ben dites-moi où ça existe. Mais moi, dans mon coin, ça existe pas. Puis je parle à beaucoup de gens qui sont dans le domaine de la construction. Puis il y en a beaucoup qui ont le même commentaire. Les bâtons dans les roues, comme vous dites, les villes sont assis là-dessus. Ils décident qu'est-ce qu'ils vont faire avec notre argent. Tu sais, nous, on achète un terrain, on a ça comme idée en tête pour faire un projet. Eux en ont une autre. Ben, on n'a pas le choix de se plier, sinon il n'y aura absolument rien qui va se construire. Exact. Mais ça coûte une fortune. Fait qu'on va chercher du monde qui a de l'argent, puis à un moment donné, il y en a de moins en moins de ce monde-là. Si vous alliez prendre un café avec Luc Poirier, vous auriez... on se parlait l'autre jour, puis il me disait la même affaire. Lui, dans son coin, là, c'est pareil, il y a des projets, là, puis des années à t'ostiner avec la ville. Puis là arrive Nordvolt, puis là, soudainement, on défile le tapis rouge. Mais merci, Martin, merci beaucoup. On a gardé vos coordonnées. On a gardé vos coordonnées, ça se peut qu'on vous rappelle. Hey, merci beaucoup. Merci, Cathy Provost. Cathy est courtière hypothécaire chez Multiprêt. Alors, littératie financière, éducation immobilière, c'était bien important. J'ai un auditeur qui dit qu'il y a 33 ans, il a réussi à économiser plus de 150 000 $ et je m'achète mon premier duplex. Bravo. Il dit, mais je travaille 60 heures par semaine depuis 7 ans. Bon, incroyable. C'est ça. Alors, est-ce que ça vous tente ou pas? Après, tu sais, c'est des choix. Yannick Parent, merci beaucoup, Yannick. Merci, Isabelle. Et on va se revoir bientôt. On va prendre des nouvelles du marché comme ça régulièrement. Super. C'est un de mes sujets préférés, si vous ne l'avez pas remarqué. Tout de suite après la pause, Fred Bastien va être là avec Isabelle Perron. Restez là, tout le monde.